Si vous voulez voir clair dans votre vie, il faut simplement nettoyer la vitre. Mais en fait, quand on parle de nettoyer la vitre, je dirais c'est plutôt laisser le brouillard se dissoudre. Il y avait du brouillard maintenant, il est en train de se lever grâce au soleil. Et le soleil, c'est vous. Vous agitez dans tous les sens, vous laissez la panique vous emporter, l'inquiétude se manifester. Si vous restez vraiment là, par rapport à vos difficultés, de toute façon, je vous rassure, c'est pas parce que vous agitez qu'elles vont disparaître. Donc vous pouvez vous détendre. Et au milieu justement de la difficulté, de l'agitation, vous pouvez justement trouver cette paix. Et c'est là où vous trouverez les réponses. Les réponses dont vous avez besoin justement pour guérir vos blessures, pour trouver des réponses aux difficultés auxquelles vous êtes confrontés, d'apaiser vos doutes, de prendre de la hauteur. Votre richesse, elle n'est pas dans votre compte en banque, elle est en vous. Votre compte est infini. Vous ne serez jamais à découvert. Nous, dans notre fonctionnement ordinaire, nous essayons de créer un ordre extérieur avec fait de règles, Elles sont nécessaires pour les aveugles. C'est-à-dire, tant qu'on est dans l'ignorance, elles sont des obstacles pour celui qui est libre. Mais quand vous avancez avec clairvoyance, d'une part, non seulement vous ne pouvez plus faire de mal, puisque vous voyez à quel point nous sommes tous liés les uns aux autres. Et que ça n'a aucun intérêt de créer le mal, de faire du mal aux autres, de leur porter tort. Et ce que j'ai essayé de vous montrer à travers cet exercice, en étant simplement ouvert, vous pouvez vraiment toucher du doigt votre véritable nature, de sentir une compassion qui émane naturellement de vous, une compassion, un amour inconditionnel qui émane vraiment naturellement de vous-même. C'est vraiment en vous-même. Si vous ne le blindez pas, si vous n'essayez pas de toujours tout contrôler comme vous le faites habituellement, si vous laissez vraiment les choses émerger en vous-même, alors ça se manifeste en vous. Et ça vient se déployer un peu comme une fleur vient libérer son parfum avec tout son processus. Si vous regardez, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est on apprenait à étudier un peu plus la nature plutôt que de vouloir la contrôler et par là forcément de la détruire, parce que dès l'instant où on veut contrôler, on est obligé de contraindre et forcément ça génère des souffrances. Mais vous regardez le processus, d'ailleurs c'était Hippocrate qui disait la médecine soigne, mais c'est la nature qui guérit. Et si vous regardez, quand vous coupez, il y a un processus naturel qui va se mettre en mouvement pour vous guérir. Au niveau de l'esprit, c'est exactement les mêmes processus. Si vous retrouvez, si vous laissez faire la nature, au lieu de gratter tout le temps la plaie en disant mais je comprends pas, ça guérit pas, c'est parce que vous êtes impatient ou que ça aille plus vite que la musique. Et comme disait un sage indien, est-ce que la nature se hâte à faire pousser un arbre? Non, mais il est sûr de son affaire. Et nous, on veut aller toujours très vite. Et pourquoi on veut aller très vite? Parce qu'on a peur. C'est la peur qui nous domine, c'est la peur qui nous dirige. On veut être à tout prix être en sécurité, on veut à tout prix des sécurités partout. On a mis tellement de sécurité partout qu'on a fini par s'enfermer. Il y a des règles partout, il y a des interdits partout, et ça finit par nous étouffer complètement. Et après, on veut se protéger de tout le monde, à un point tel que
on développe une véritable parano. Et cette parano alimente justement l'agressivité dans laquelle on ne se rend pas compte que c'est nous-mêmes qui créons cet environnement, justement par nos peurs. Alors que quand vous retrouvez un esprit vraiment paisible, vous retrouvez ce contact avec la nature, vous libérez tous les processus qui sont inhérents à votre nature. Et justement, vos difficultés, j'ai entendu beaucoup de questions hier, vous cherchez des réponses à vos questions. Mais faites d'abord la paix. Mettez-vous en paix avec vous-même. Et de là émergeront les réponses. Vous aurez une vue beaucoup plus claire. Et quand vous aurez une vue plus claire, vous verrez ce qu'il convient de faire. De quelle manière vous pouvez agir ou ne pas agir. Parfois, il convient simplement d'attendre. Parfois, il convient effectivement d'intervenir. Et plus vous trouvez cette paix, plus vous percevez vraiment ce lien qui vous relie aux autres et au monde et à l'univers. Et vous vous sentez plus seul. La solitude est une illusion. Elle est juste créée par un mental qui a peur. J'ai l'impression d'avoir des émotions qui sont vraiment cristallisées en moi, en fait. Donc, est-ce que, une fois qu'on a vraiment accepté ça, est-ce que cette bienveillance, elle vient après ça, parce que j'ai l'impression que ça vient pas. Patience. Patience. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et les choses finissent par se dissoudre progressivement, encore et encore et encore et encore. C'est encore, mettez encore de la lumière, de la bienveillance, encore, 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 encore. Il n'y a pas d'overdose, hein, vous pouvez y aller. Un jardin, vous pouvez le noyer, mais la lumière, il n'y a pas de danger. Vous pouvez... et petit à petit, justement, tout ce qui est dur, tout ce qui est cristallisé, tout ce qui est dur en vous finit par se détendre, se dissoudre. Mais parfois, vraiment, vous êtes tellement tendu, crispé, c'est devenu tellement dur. Vous vous dites, mais je vais jamais arriver à dénouer ça. C'est tellement tendu. Mais ça, c'est encore une illusion. Vous êtes en train de mettre des concepts là-dessus. Acceptez, accueillez, vous allez voir. Et parfois, pouf, ça tombe. Ça tombe tout seul. Hop, ça lâche. Comme un vieux furoncle qui a fini par sécher. Vous ne trouvez pas que c'est délicieux, la paix? N'est-ce pas délicieux? Est-ce que ça ne vous aide pas à goûter davantage à l'existence? Allez vous asseoir un peu dans la nature. Ouais, mais l'arbre est mouillé. Eh bien, ça vous fera du bien. D'avoir le cul au frais. Vous pourrez goûter à la sensation. C'est Mettez-vous pieds nus, allez marcher dans l'herbe. Essayez de vous remettre en contact avec les éléments, d'apprendre d'être moins dans votre tête, d'être moins dans les concepts. D'arrêter de vous tourmenter sans arrêt. À chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas vous contraindre, hein. Ça ne doit pas être une torture, hein, la méditation. C'est vraiment trouver la position confortable. Vous pouvez choisir de vous asseoir sur une chaise. Il n'y a pas de... Méditer, c'est un état, une attitude que vous pouvez amener partout en étant assis dans un fauteuil. Bon, évidemment, si vous êtes avachi, si vous êtes... essayez d'avoir au moins une position équilibrée, d'avoir le dos droit sans être rigide, d'avoir une certaine souplesse. Mais d'ailleurs, Mathieu Ricard le dit aussi, c'est absurde de se torturer physiquement parce que votre attention... elle est complètement absorbée par les douleurs. Alors je sais qu'il y a des courants comme dans les pratiques vipassana où ils se font vivre des tortures sans fin, où ils restent assis en méditation pendant des heures sans bouger le petit doigt, et puis ils se font virer s'ils bougent le petit doigt, et ils sont là, alors j'ai rencontré d'ailleurs, quand j'avais fait le TEDx, deux personnes qui avaient fait la méditation vipassana et qui disaient que depuis elles avaient des sciatiques, c'est des choses épouvantables. Donc ne vous contraignez pas. Pour moi, cette position, c'est une position qui me va très bien, dans laquelle je me sens parfaitement confortable et qui ne me procure aucune douleur, mais je m'assieds parfois dans un fauteuil, je peux faire ça sur une chaise et il n'y a pas de règle à ce niveau-là.
Donc ne vous contraignez pas. Bon, je sens que je vais avoir plein de chaises au fond de la salle, mais ce qui est important, c'est que vous soyez vraiment à l'aise, de trouver justement le confort. Par contre, si vous faites assis par terre, essayez de mettre plus de coussins, d'essayer vraiment de trouver un moment où vous êtes vraiment bien, où vous pouvez vraiment vous asseoir. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous poser. Vraiment vous poser. Vous posez. Et là, vous êtes bien, vous êtes assis. C'est pour ça que dans le zen, on parle de l'assise. Et vous pouvez trouver vraiment une assise. Alors, il y a des personnes, bon, pour nous en Occident, c'est assez difficile de faire le lotus parce qu'on n'est pas du tout entraîné. On ne fait pas ça à la naissance comme en Orient. Donc, à moins que vous soyez extrêmement souple, vous pouvez le faire. Mais moi, j'arrive à faire le lotus, mais je trouve ça très inconfortable. Donc je ne pratique pas, je reste dans cette position. Mais si vous faites ça, par exemple, c'est de changer régulièrement d'un pied à l'autre pour ne pas avoir des étirements, que ça s'étire de la même façon d'un côté et de l'autre. Et à vous de trouver des positions dans lesquelles... Par contre, vous ne pouvez pas méditer. Si vous êtes comme ça, et que vous êtes comme ça, vous ne pouvez pas vous poser. C'est impossible. Je vois qu'il y en a qui sont comme ça. Et vous contraignez. Déjà, vous ne pouvez plus respirer. Vous ne respirez pas, il faut que vous puissiez respirer librement, il faut que votre abdomen soit libre, que vous puissiez respirer. Voilà, vous êtes détendu. Pas comme ça, voilà, juste posé. Lorsque vous êtes bien assis, vous êtes vraiment posé, vraiment posé. Et c'est comme ça que vous arrivez à ancrer, à être de plus en plus ancré, stable. Vous faites descendre votre centre de gravité quand vous méditez. Et je perçois tout de suite quand les gens sont en méditation. Là, vous êtes là-haut, dans votre mental. Ça s'agite, vous n'arrivez pas à rester là tranquille. Parce que vous êtes plein de peur, vous voulez garder le contrôle. Ah, qu'est-ce qui va m'arriver si je me détends? Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. En fait, vous avez peur de vous-même. Vous avez peur de tout ce que vous allez découvrir. Quand vous réalisez que tout ça, c'est emptiness, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel. C'est parce que vous donnez du pouvoir, encore une fois, à vos pensées. Vous donnez du pouvoir à vos émotions. Vous pensez qu'elles ont un pouvoir sur vous. Et donc forcément, elles en ont un, puisque vous leur en donnez un. Mais ultimement, une pensée est insubstantielle, elle n'a pas de pouvoir. Elle est totalement vide d'existence propre, c'est comme un nuage. Ça change, ça se transforme, ça se modifie, mais ça n'a strictement aucun pouvoir. Ça a juste le pouvoir. Et comme vous êtes identifié à vos pensées, eh bien effectivement, elles ont à ce moment-là effectivement une réalité. En état ordinaire, on peut dire que vous êtes ce que vous croyez être. Le problème, c'est que vous êtes totalement ignorant de ce que vous croyez de vous, de ce que vous pensez de vous, de vos concepts. Et c'est pour ça qu'au début, c'est assez déroutant, parce que quand vous pratiquez, vous mettez de la lumière et vous commencez à prendre conscience de toutes ces pensées auxquelles vous étiez identifié. Alors, le premier constat qu'on fait, on se dit, c'est pas étonnant, tout ce qui m'arrive. Et puis vous élargissez de plus en plus ce champ de conscience. Et comme ça, vous pouvez ensuite, c'est seulement à partir de là que vous pouvez choisir justement véritablement votre vie. Parce que vous pouvez choisir ou pas de vous associer à telle ou telle pensée. Vous pouvez la laisser filer sans lui donner la moindre importance. Vous renoncez, c'est ça le renoncement en fait, c'est pas renoncer assez bien, c'est vous renoncer à ce qui crée la souffrance en vous. Vous ne vous associez plus, vous ne faites plus de mauvaises associations, des associations de malfaiteurs. Vous faites des associations de bienfaiteurs. Même pour un pratiquant avancé, ne croyez pas, c'est comme disait Gérard de Rus, j'aime beaucoup cette image, il disait c'est comme tu as fait le ménage, tu as l'impression que tu as fait le ménage, mais encore plein de poussière derrière les meubles, et qui viennent justement trahir, tu éternues, tu ne comprends pas pourquoi, mais parce qu'il y a encore plein de poussière derrière les meubles. Donc vous avez l'impression que vous avez bien nettoyé, et tout devient clair, ah ouais, non mais paf.
Vous arrêtez la pratique, vous faites plus rien, vous dites ça y est, je vais bien, je suis en forme maintenant. J'ai fait un stage avec Bruno, je fais de la méditation, c'est reparti pour un tour. Et après vous repartez, et comme vous reprenez votre histoire là où vous l'avez laissée, vous dites ouais, ça sert à rien, ces stages, c'est nul, ma vie n'a pas changé. Vous faites comme ça des fois. Hein. Si vous ne prenez pas votre vie en main, personne ne la prendra. Hein. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. C'est une information qui nous est donnée. Ça veut dire, est-ce que moi-même, j'ai suffisamment confiance? Est-ce que ce que je fais me paraît suffisamment juste et clair? Est-ce que je suis en paix au point que il y a plus le moindre doute dans la justesse de ce que je fais? Mais si moi-même j'ai un doute, ce doute va se retrouver dans les éléments extérieurs que je vais rencontrer. Donc c'est un peu comme la personne qui est en train d'exprimer quelque chose, mais qui en même temps se sent coupable de l'exprimer. Ça va donner quoi comme résultat? Ça ne va pas bien se passer. Parce que je veux exprimer quelque chose et en même temps, je considère que ce que je suis en train de dire n'est peut-être pas très juste, ou c'est mal, ou je ne devrais pas le dire. Donc il y a une espèce de bagarre interne, et ça va se traduire dans les faits par justement quelque chose qui est finalement négatif. Parce qu'il y a un ordre contradictoire. C'est toujours la fameuse histoire de la voiture à deux moteurs, dont parlait Shimon Rinpoche. Je réalise quelque chose qui est dans le fond, qui est parfaitement juste, qui n'a pas à être remis en question dans la mesure où il n'y a pas d'intention de nuire, d'intention négative, mais au contraire nourri par le souhait d'être bénéfique à autrui. Mais si ce souhait d'être bénéfique à autrui n'est pas suffisamment, pur, pas pur dans le sens, pas entendre ça du tout dans le sens religieux, hein, c'est-à-dire dans le sens de, c'est clair pour moi, c'est-à-dire il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de, voilà, je suis parfaitement, je suis vraiment, mon intention est très claire pour moi, elle est bienveillante. Donc j'ai pas à rougir, j'ai pas à être mal à l'aise, etc. Mais encore une fois, on n'est jamais, pour la plupart d'entre nous, jamais totalement un avec ce que l'on fait, jusqu'à ce que ça le devienne. C'est d'ailleurs l'expérience qui nous le dit. Mais si, en moi, encore une fois, il y a une contradiction entre ce que je désire exprimer, ce que je désire apporter, ce que je désire réaliser, et la perception que j'en ai, eh bien, à un moment, dans les faits, ça va se traduire par justement un aspect négatif. C'est comme la personne qui veut réussir. J'ai régulièrement des exemples assez flagrants de personnes qui se lancent, qui ont vraiment envie de réussir et qui réussissent très bien. Et puis un jour, patacrac, tout s'effondre. Ils en merde sur merde, etc. C'est-à-dire parce que la personne, en fait, au fond d'elle, dans un premier temps, elle reconnaît la légitimité de sa réussite, de son désir de réussir. Donc elle commence à réussir. Mais à un moment, il y a une part d'elle qui dit elle n'arrive pas à se légitimer complètement. Et c'est ce qu'on appelle l'auto-sabordage. Donc elle va se saborder. Et ce qui fait qu'elle va se retrouver au mauvais moment, avec les mauvaises personnes, etc. Et ça ne va pas fonctionner. Votre aspiration de rencontrer quelqu'un est parfaitement juste. Elle est tout à fait légitime de pouvoir, d'avoir une relation avec quelqu'un, de vouloir partager. Mais selon la perception que vous avez de la relation et qui est profondément enfouie au fond de vous, parfois de manière très très inconsciente. Donc vous allez avoir cette aspiration, vous allez créer une relation. Au début, ça se passe bien, parce qu'il y a une lune de miel, c'est merveilleux. Et puis, au bout d'un moment, ça va commencer à se gâter. Une personne qui, par exemple, on a le cas, si on prend des cas, si on veut faire un peu de psychologie de bazar, c'est des cas personnes qui ont très très peur d'être abandonnées. Et à un moment, la relation au début, ça va, parce qu'il n'y a pas de crainte, c'est tout neuf, c'est tout beau, c'est pas à ce moment-là qu'on va se quitter. Puis à un moment, une forme de paranoïa qui va commencer à s'installer, et c'est pas toujours très clair ni très conscient. Et la personne, très inconsciemment, va foutre le bazar elle-même dans sa relation, parce qu'elle a peur. Et ça va commencer à cafouiller, et la relation, elle va elle-même, de manière très inconsciente, complètement
anéantir sa relation. Et elle va, comme on dit, ce vieil adage qui dit on attire sur soi ce que l'on redoute. Et c'est tant qu'il y a cette ambiguïté entre ce que je désire et comment je considère justement ce désir. Prenez l'exemple. Quel rapport vous entretenez, par exemple, avec l'argent? C'est pareil. Comment vous regardez les riches? Quelle appréciation vous avez des riches? Est-ce que vous arrivez, mais de manière totalement authentique, je ne parle pas consciemment, ouais, non, moi, il n'y a pas de problème, etc. Attendez, on va voir, on va un peu vérifier ça. Et regardez tout au fond de vous. C'est pour ça que souvent la méditation, ça vous fait peur. Parce que la méditation vous amène à voir vraiment ce que vous pensez au fond de vous. Toutes ces pensées secrètes qui sont cachées derrière. Entre ce que vous voyez et comment vous considérez les choses. Et vos réactions sont là pour en témoigner. Donc, les faits ne mentent pas. Jusqu'à ce que vous soyez parfaitement établi dans ce que vous désirez, dans ce à quoi vous aspirez. Le jour où vous êtes vraiment établi, là, ça avance. Et il y a toute cette démarche qui consiste justement à rendre ça de plus en plus clair, de plus en plus clair. Et après, ça vient à vous de manière naturelle. Il n'y a plus de... l'opposition, comme disait Shenmue Rinpoche, les obstacles, ils ne sont pas en vous, n'allez pas les chercher à l'extérieur, ils sont en vous. Et ils trouvent leur manifestation dans les faits. Comme quelqu'un qui, si vous aspirez au bonheur, mais en même temps vous considérez que vous ne le méritez pas, il n'y a aucune raison que ça marche. Je donne souvent cet exemple qui est très flagrant de cette amie qui était venue me voir un jour. C'est une amie qui est psychologue, qui exerce à Montpellier. Et puis elle briquait un poste de responsabilité, parce que bon, elle aimait ce qu'elle fait, elle avait envie d'évoluer. Ce n'était pas par ambition, mais c'est parce qu'elle souhaitait... Elle souhaitait faire plus de choses au sein de son entreprise, dans l'entreprise qu'il avait embauchée. Et puis, elle souhaitait ce poste de responsabilité, mais ça faisait des années, elle n'arrivait pas à l'avoir, il était toujours refusé. Et puis un jour, elle vient me voir, puis elle me dit ouais, j'en ai marre, je ne comprends pas, j'ai beau faire tous les efforts que je peux, et on me refuse systématiquement ce poste, mes supérieurs ne me font pas confiance. Et je lui dis, c'est normal. Bon, ça l'a un peu fâché sur le moment. Je lui dis, attends, t'es avec eux ou je comprends pas. Mais je lui dis, c'est normal qu'ils te font pas confiance. Puisque toi-même, tu ne te fais pas confiance. Je lui dis, c'est comme tu te baladais avec un panneau au-dessus de la tête, et ça marquait au-dessus, surtout, ne me faites pas confiance, puisque moi-même, je suis incapable de m'accorder cette confiance. Si vous sentez qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, vous aurez du mal de lui donner un poste de responsabilité. Parce que vous vous dites, il ne va pas réussir à le tenir. Et c'est normal. Mais par contre, une fois que la personne a confiance, et j'ai vu quand je lui ai dit, son regard s'est illuminé, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé en elle. Puis elle a continué, elle a pratiqué, et puis elle a commencé à accepter justement ce poste avec toutes les responsabilités, tout ce que ça implique. Parce que souvent on veut une chose, mais on ne veut pas ce qui va avec. C'est comme si vous voulez la rose, mais pas les épines. Ça va avec, hein. Non, si vous voulez une rose, vous aurez les épines avec. Bon, maintenant on a réussi à manipuler les choses pour avoir des roses sans épines. Mais ça c'est encore autre chose. Mais à partir de là, elle a fini par avoir, quelques mois après, elle avait son poste de responsabilité. Elle m'a dit, tu avais raison. Parce que vous donnez à l'autre une information. Il y a, c'est tout, il y a ce que vous percevez encore une fois en surface, de manière consciente, mais il y a tout ce que vous ne percevez pas, tout ce qu'on appelle les messages subliminaux que vous envoyez à l'autre. Donc des fois vous dites à l'autre, je t'aime, moi non plus. Et c'est pour ça que tant que votre manière de penser, d'agir, de vous exprimer n'est pas en cohérence avec ce que vous voulez, ça n'arrive pas. Donc ne voyez pas ça comme une attaque personnelle quand des choses vous arrivent,
c'est demandez-vous si vous-même, justement, vous êtes clair avec ce que vous désirez, si c'est vraiment... Et tout ce qui vous arrive à l'extérieur n'est pas un malheur, mais une chance, justement, de vous réformer de manière à ce que ça devienne de plus en plus clair, jusqu'à ce que vos motivations deviennent de plus en plus claires. Et plus elles sont claires, plus elles s'affirmeront dans la réalité. J'essaie, à travers ces stages, vous montrer comme ça peut être vraiment beaucoup plus simple. Et c'est pas juste ici que vous pouvez le vivre, c'est vraiment des choses que vous pouvez amener dans votre quotidien.